Bonjour à tous. Merci de vous être joints à nous pour cette présentation de webinaire sur l'évaluation clinique et radiographique des lésions osseuses. Je remercie tout particulièrement le Dr Karen Agarwal-Harding et Airbear Global Orthopedics de m'avoir invité à m'exprimer aujourd'hui sur ce sujet. Je m'appelle Deepak Ramkumar et je suis chirurgien orthopédique spécialisé dans les tumeurs à l'hôpital et au centre médical Leahy de Burlington, dans le Massachusetts, une banlieue proche de Boston. On m'a demandé de présenter une introduction rapide et un guide pour travailler sur les nouvelles lésions osseuses et d'aider à définir un cadre pour reconnaître les lésions malignes et inquiétantes de celles qui sont plus susceptibles d'être bénignes. En outre, on m'a également demandé de parler un peu du diagnostic et de la stadification pour aider tous ceux d'entre vous qui participent à ce webinaire à diagnostiquer et à traiter rapidement les tumeurs osseuses de manière appropriée. Sans plus attendre, nous allons commencer. D'emblée, je tiens à préciser que je n'ai pas d'intérêt financier ou de relations à divulguer. Il se peut que je parle de l'utilisation de certains implants pour lesquels la Food and Drug Administration a accordé un accès élargi unique ou une autorisation d'utilisation à des fins humanitaires. Mais j'essaierai de limiter toute la discussion aux traitements médicamenteux conformes à l'étiquetage, si nous finissons par en discuter. Les principaux objectifs de l'exposé d'aujourd'hui sont de discuter de l'évaluation des lésions osseuses solitaires, d'étiologie bénigne et maligne. Je souhaite passer en revue une approche systématique de l'évaluation des radiographies pour les nouvelles lésions osseuses et aider à développer un diagnostic différentiel pour les entités bénignes et malignes. Nous comprendrons également les caractéristiques des lésions bénignes et malignes sur les radiographies et nous les distinguerons. Nous comprendrons les indications d'orientation vers une équipe d'oncologie orthopédique, y compris les signes d'alerte dans l'anamnèse, l'examen physique ou les résultats de la radiographie et de l'imagerie. Pour commencer, les lésions osseuses, comme nous le savons tous, peuvent être d'origine bénigne ou maligne. De loin, les étiologies bénignes sont beaucoup plus fréquentes, presque 100 fois plus fréquentes que les étiologies malignes, en particulier dans les populations d'enfants et d'adolescents. L'utilisation d'une approche systématique pour évaluer les radiographies et les lésions peut aider à diagnostiquer plus efficacement ces lésions osseuses et à minimiser les tests diagnostiques invasifs, coûteux et potentiellement dangereux, ainsi que les coûts de santé inutiles qui y sont associés. L'évaluation de ces lésions doit donc commencer par une évaluation clinique, qui nécessite une anamnèse approfondie, un examen physique et un examen de la radiographie initiale. Certains éléments des différentes composantes de cette évaluation pourraient vraiment aider à réduire le diagnostic différentiel pour certaines de ces lésions. Par exemple, dans l'anamnèse, le facteur le plus important est l'âge. Certaines lésions ont une prédilection pour certains groupes d'âge, et le fait d'utiliser, et de comprendre ces éléments peut vraiment aider à réduire rapidement le diagnostic différentiel. Par exemple, au cours de la première décennie de vie, les lésions les plus fréquentes sont la dysplasie ostéofibreuse et l'histiocytose à cellules de Langhans. Au début de la deuxième décennie, nous voyons surtout des tumeurs bénignes, comme les défauts ostéochondraux, les dysplasies fibreuses, les ostéochondromes, les fibromes non-alpha de la colonne vertébrale, les défauts cortico-fibreux, etc. Entre le milieu et la fin de la deuxième décennie, c'est donc à la fin de l'adolescence que l'on commence à observer certaines étiologies malignes, comme l'ostéosarcome et le sarcome d'Ewing. Il existe ensuite certaines listes de ces lésions prototypiques du début de l'adolescence, vers l'âge de 13 ans, que le Dr Monkin a baptisées lésions de la bar mitzvah, et qui comprennent les chondroblastomes, les ostéoblastomes et les ostéoïdoctiomes. D'une manière générale, chez les patients âgés de plus de 40 ans, les diagnostics les plus courants pour toute nouvelle lésion osseuse, en particulier les lésions lytiques, sont la maladie métastatique d'une autre origine primaire, le carcinome, la dyscrasie plasmocytaire comme le plasmocytome, ou le myélome multiple et les lymphomes. De même, dans l'anamnèse, l'histoire de la douleur elle-même peut apporter beaucoup. La plupart des lésions bénignes sont généralement découvertes fortuitement et sont asymptomatiques au moment de la consultation. En général, l'enfant a subi une autre blessure en pratiquant un sport ou autre et passe des radiographies pour une raison ou une autre. Une lésion est alors détectée de manière fortuite dans le champ de vision de l'image. La plupart de ces lésions ne nécessitent pas d'autres examens s'il est prouvé qu'elles sont bénignes, ce qui est souvent le cas. Le diagnostic radiographique seul ne suffit pas. Mais il y a aussi certains schémas dans l'historique de la douleur qui peuvent être associés à des tumeurs spécifiques. Par exemple, une douleur aiguë ou une douleur nocturne qui est souvent immédiatement soulagée par l'utilisation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens est généralement très caractéristique de l'ostéoïdoctiome. Une douleur rapidement progressive avec une composante interne qui réveille souvent l'enfant de son sommeil de façon constante et qui n'est généralement pas soulagé par les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il peut être associé à une tumeur osseuse maligne. De même, une douleur lente, sourde et non progressive peut être associée à des lésions bénignes et agressives, comme les chondroblastomes, les fibromes chondromyxoïdes ou les tumeurs à cellules en chaîne.
En outre, il est important d'examiner certains des symptômes associés. Très rarement, la présentation de certaines tumeurs peut être associée à des symptômes supplémentaires, tels que les symptômes de type B. Ces symptômes du groupe B sont des choses comme la fièvre, les crampes, les sueurs nocturnes, la perte de plus de 10% du poids corporel au cours des 6 derniers mois. Ces symptômes sont souvent associés au lymphome en particulier, mais aussi aux maladies métastatiques. Les fièvres et les frissons peuvent également être associés au sarcome de Ewing ou à l'ostéomyélite, deux affections caractérisées par des phases inflammatoires actives et accélérées. En ce qui concerne l'évaluation clinique, l'examen physique est très important pour les patients pédiatriques. Il est important de définir les paramètres de croissance de l'enfant, notamment sa taille et son poids, et de savoir où il se situe sur la courbe de croissance qui lui correspond. Diverses affections comme l'exoptose héréditaire multiple et la maladie d'Ollier peuvent se manifester par une petite taille. En tant que chirurgien orthopédiste, nous ne procédons généralement pas à cet examen, mais à un examen de la tête, des oreilles, des yeux, du nez et de la bouche. L'examen de la tête, des oreilles, des yeux, du nez et de la gorge est également très important, car certaines conditions et constatations que vous voyez lors de ces examens peuvent être associées à des syndromes spécifiques et à des maladies spécifiques. Tumeurs osseuses extrinsèques. Ainsi, par exemple, lorsque vous regardez dans les oreilles et que vous voyez des signes d'otite moyenne chronique ou réfractaire avec cicatrisation des membranes tympaniques, par exemple, comme le montre la deuxième figure à droite, cela peut être associé à une histiocytose à cellules de Langerhans. La microécanthie ou les dents flottantes peuvent également représenter une atteinte mandibulaire de l'HCL. En ce qui concerne l'examen des lésions musculo-squelettiques, il convient de vérifier l'emplacement et la taille des lésions et d'évaluer s'il y a une sensibilité osseuse associée, une tuméfaction osseuse ou articulaire associée à une déformation. Des maladies comme la dysplasie ostéofibreuse ou l'exose héréditaire multiple présentent souvent des déformations osseuses qui peuvent être détectées lors d'une simple inspection générale. Il faut toujours évaluer la fonction neuromusculaire du membre et s'assurer qu'il n'y a pas de preuve définitive d'une atteinte neurovasculaire. En général, les tumeurs osseuses bénignes n'entraînent pas d'atteinte neurovasculaire. Mais si elles ont une composante de tissu mou agressive, ou si elles compriment extrinsic des structures neurovasculaires qui peuvent souvent être observées dans des tumeurs très agressives, y compris des tumeurs malignes. Il est donc important d'évaluer et de documenter cet aspect dès le début. Il faut également vérifier si les lésions sont palpables. La plupart des lésions osseuses sont contenues dans la fenêtre corticale de l'os et n'apparaissent généralement pas à la surface, à l'exception des chondromes périostés et des ostéochondromes. Très souvent, si vous êtes en mesure de palper une lésion réelle, cela peut également vous donner un indice sur l'étiologie. Ainsi, sur cette figure en haut à droite, vous pouvez voir un exemple de tumeur maligne avec une masse de tissu mou fongique s'étendant à travers l'aspect médial du genou. De toute évidence, cette situation est très préoccupante et il s'agit très probablement d'une tumeur osseuse maligne. Ci-dessous, vous pouvez voir quelques exemples d'exostoses héréditaires multiples avec des preuves de diverses déformations articulaires dues aux multiples ostéochondromes. Nous avons tendance à les caractériser en nous basant sur certains des chondromes qui sont présents dans cette pathologie. L'examen dermatologique est un élément important, car de très nombreux syndromes sont associés à des manifestations cutanées spécifiques qui peuvent souvent être observées lors d'un examen de la peau. Il est important de s'assurer que vous recherchez des choses comme des taches de rousseur axillaire et des lésions cutanées spécifiques. Car comme je l'ai mentionné, elles peuvent être associées à une condition syndromique sous-jacente qui peut aider à élucider l'étiologie de la lésion que vous recherchez. Voir. Les macules du café au lait en sont un bon exemple. Les macules de Cassiol sont ces taches plates de décoloration de la peau que l'on peut observer sur le torse et autour de celui-ci. Elles ont été associées à deux pathologies distinctes, dont le syndrome de McCune-Albright, qui est une dysplasie fibreuse polyastotique avec anomalie endocrinienne, ou le syndrome de Maser-Rabo, ainsi que la neurofibromatose de type 1. Il existe donc deux descriptions spécifiques pour les taches de CAF à lait, et nous avons tendance à les caractériser sur la base de certains des éléments suivants. Les malformations vasculaires peuvent se manifester de façon continue avec de multiples chondromes terminaux, comme dans le syndrome de Maffucci. Nous avons donc un type de lésion que l'on appelle la côte de la lésion principale. Mais essentiellement, si vous regardez les bords de la lésion, ils sont très déchiquetés et rugueux. Il y a beaucoup d'anses et d'escarpements, un peu comme la côte du Maine, comme vous pouvez le voir sur la carte qui se trouve juste à côté. Ce type de configuration complexe de la bordure est généralement connu sous le nom de macule de la côte du Maine, qui est associé au syndrome de McCune-Albright, par exemple, alors que la macule de la côte du Maine est associée au syndrome de McCune-Albright, par exemple. La macule de la côte de Californie a un bord et une côte plus lisse. Il n'y a pas autant d'encode ou d'aspérité, si vous voulez, à la transition entre la peau normale et la peau immaculée elle-même. Cette transition plus douce est appelée tache de la côte californienne, associée à la neurofibromatose de type 1. Il convient également de rechercher d'éventuelles malformations vasculaires.
Les malformations vasculaires peuvent avoir des manifestations continues avec de multiples chondromes terminaux, comme dans le cas du syndrome de Maffucci. Vous pouvez également observer des masses focales de tissu mou dans la main, semblables à celles que vous voyez en bas à droite de cette diapositive, avec des corrélats radiographiques appropriés qui montrent d'importantes zones de calcification réparties dans les tissus mous et autour du poignet et de la main, ainsi que dans la partie distale de l'avant-bras. Une fois encore, l'évaluation de ces lésions des tissus mous peut être très utile pour déterminer la maladie sous-jacente. L'élément suivant est l'examen des ganglions lymphatiques. Il faut vérifier la présence d'une lymphadénopathie régionale isilatérale dans les membres inférieurs, les régions inguinales et populaires dans les membres supérieurs. Il faut également vérifier la présence d'une lymphadénopathie dans les régions axillaires, épitropilaires et antécubitales. Comme nous le savons tous, la lymphadénopathie est associée à des pathologies spécifiques. Les lymphomes en sont un exemple très courant. Mais elle peut également se produire en cas d'infection, dans le cas d'un sarcome de l'aile, et dans le membre supérieur, dans le cas d'un sarcome épithélioïde. De même, les tumeurs malignes de la peau, comme le mélanome, peuvent également présenter des métastases ganglionnaires importantes, qui peuvent représenter des ganglions lymphatiques hypertrophiés dans le membre intralatéral. Une fois l'anamnèse et l'examen physique approfondis, l'étape suivante consiste à évaluer les examens d'imagerie disponibles. En général, on commence par des radiographies simples. Ces radiographies sont peu coûteuses, elles sont généralement facilement acceptables et peuvent vous donner beaucoup d'informations sur le type de tumeur auquel vous êtes confronté. De l'évaluation de la vue orthogonale. Lorsque vous réalisez des radiographies simples, vous devez obtenir au moins 2 vues orthogonales. En règle générale, on obtient une ape et une latérale. Parfois, lorsque l'on examine des structures articulaires, les vues obliques peuvent également être utiles. N'oubliez pas qu'en orthopédie, on dit qu'une seule vue n'est pas une vue. Une seule vue uniplanaire ne permet pas d'évaluer une structure tridimensionnelle, ce qui est le cas de la plupart des tumeurs et des lésions. Il est très important d'obtenir au moins 2 bonnes vues orthogonales. N'oubliez pas que la plupart des lésions non malignes peuvent être diagnostiquées uniquement à l'aide de radiographies simples. Elles ont des formes très caractéristiques, dont nous parlerons dans un instant, et qui peuvent vous aider à avoir une bonne suspicion. Pour savoir de quoi il s'agit. Dans l'idéal, elles peuvent être suivies uniquement à l'aide de radiographies, sans avoir recours à des examens d'imagerie avancés ou à des tests invasifs. Les tumeurs axiales, comme les tumeurs du bassin, de l'omoplate ou de la colonne vertébrale, peuvent nécessiter une imagerie avancée supplémentaire, car elles présentent trop de structures superposées pour être caractérisées de manière adéquate par les seules radiographies. Mais c'est néanmoins une bonne idée de commencer par des radiographies simples. Maintenant que nous avons terminé l'anamnèse et l'examen physique, prenons quelques minutes pour passer en revue une introduction à l'évaluation des lésions osseuses sur les radiographies en particulier, et pour passer en revue une série de radiographies simples. Le cadre de référence permet d'identifier les lésions préoccupantes, c'est-à-dire d'étiologie maligne par rapport aux lésions bénignes. Nous allons donc commencer par une approche de l'analyse des lésions, comme je l'appelle, qui est essentiellement une approche par étapes, en posant quelques questions sur toute lésion que vous voyez et en aidant à déterminer un diagnostic différentiel. Donc, comme je l'ai mentionné, vous voulez vraiment examiner les radiographies de façon systématique lorsque vous évaluez une nouvelle lésion osseuse, tout comme vous l'avez fait pour la lésion de l'os de la jambe. On nous a appris, peut-être à l'école de médecine ou au cours de notre internat, à examiner les radiographies du thorax. Et le processus systématique par lequel nous examinons, vous savez, les os, les espaces des tissus mous, la silhouette cardiaque, et ainsi de suite, pour s'assurer que vous donnez une évaluation complète. Il faut suivre une approche très systématique, similaire à celle utilisée pour les radiographies des extrémités, afin de s'assurer de ne rien manquer. En ce qui concerne l'analyse des tumeurs, il faut avant tout savoir où se trouve la tumeur. Comme dans l'immobilier, tout est question d'emplacement. D'emplacement. Ce qui signifie que certaines tumeurs ont une prédilection pour une zone très spécifique de l'os et n'apparaissent généralement nulle part ailleurs. Par conséquent, si vous observez une lésion dans cette zone spécifique, par exemple l'épiphyse, la jonction métadiaque ou la diaphyse, vous pouvez vraiment aider à réduire le champ d'investigation. Le diagnostic est assez bon. Il faut donc regarder et comprendre de quel type d'os il s'agit. S'agit-il d'un os long ou d'un os plat? La lésion est-elle spécifiquement située dans l'épiphyse? Est-elle située dans la métaphyse ou dans la diaphyse? Il faut également vérifier si la lésion est contenue dans l'espace médulaire. Se trouve-t-il dans l'espace cortical ou à la surface de l'os lui-même? La réponse à ces questions, comme je l'ai mentionné, peut vraiment aider à déterminer le type de lésion auquel vous êtes confronté. La deuxième question à se poser est donc la suivante. Quels sont les effets de la tumeur sur l'os? Cette question permet de comprendre la matrice de la lésion. La tumeur détruit-elle ou remplace-t-elle l'os existant? Si c'est le cas, quel est le schéma que vous observez? La troisième question consiste à déterminer ce que l'os fait à la tumeur. Il s'agit en fait d'un substitut pour l'évaluation de la marge.
Existe-t-il une réaction ou endosociale associée? Dans l'affirmative, est-elle bien développée? Est-elle bien définie? Quel est le type de réaction périostée? Y a-t-il une bordure scléreuse autour de la lésion? Ce type de question peut aider à déterminer l'âge de la lésion, c'est-à-dire depuis combien de temps. S'agit-il d'une lésion nouvelle et rapidement évolutive ou d'une lésion à laquelle l'os a eu la possibilité de réagir? Le fait de savoir cela peut, une fois de plus, aider à réduire leur différentiel de manière assez satisfaisante. La dernière question à poser est la suivante. Existe-t-il des caractéristiques spécifiques de la lésion qui aident à déterminer son étiologie? Le système de classification de Ludwig, qui est utilisé pour déterminer les étiologies des lésions potentiellement lytiques, est en fait un cadre très utile pour mieux évaluer et répondre à ces 4 questions. Pour ce faire, examinons la classification elle-même. Elle a été largement utilisée pour décrire les marges, et il existe 3 types principaux basés sur la classification de Lotto. Il y a une marge de type 1, une marge de type 2 et une marge de type 3. Les marges de type 1 sont définies comme des lésions géographiques et sont subdivisées en sous-types A et C. Le sous-type A représente spécifiquement les lésions géographiques avec des marges bien définies, et elles ont généralement un aspect scléreux. Et lorsque nous parlons de lésions géographiques, qui est le terme utilisé en général pour une marge de Ludwig de type 1, nous parlons d'une lésion qui est parfaitement identifiable sur la radiographie et complètement séparée de l'os normal tout autour d'elle. Il ne s'agit pas d'une coalescence de plusieurs lésions. Il s'agit généralement d'une lésion unique, solitaire, dont l'os environnant est tout à fait normal et qui ne présente qu'une seule zone d'atteinte. Ainsi, si l'on revient en arrière, le type 1 représente une lésion géographique avec une bordure scléreuse et bien délimitée. Le type 1B représente une lésion qui est également géographique, mais qui n'a généralement pas de bordure bien définie ou sclérosée. Le type 3, de la même manière, est une lésion qui est à nouveau de nature géographique avec des limites très mal définies et qui peut être associée à une destruction corticale et à une érosion corticale. Ainsi, les types 1-1IB et 1C se distinguent principalement par la présence d'une bordure sclérotique dans le type 1, frontière. Dans le type B, il n'y a pas de bordure scléreuse, mais elle est encore relativement bien définie. Dans le type C, les lésions sont toujours géographiques, mais les limites sont généralement presque invisibles et ne présentent pas nécessairement de sclérose spécifique et peuvent être associées à une destruction corticale. Les lésions de type 2 sont généralement considérées comme des lésions mitées, et il s'agit donc souvent de limites géographiques, mais avec des marges très mal définies. Il y a généralement une destruction en plusieurs foyers, ainsi qu'une destruction corticale, et il n'y a souvent pas de sclérose associée. Enfin, les marges de type 3 sont ce que nous appelons des marges perméables. Il n'y a pas de marge reconnaissable entre la lésion et l'os normal. Elles ne sont pas géographiques. Il s'agit généralement de lésions multiples qui se regroupent en une zone d'atteinte plus large, si l'on peut dire. Il y a une perméabilité de la destruction, ce qui signifie qu'il n'y a pas de distinction claire entre la tumeur ou le tissu lésionnel et l'os normal. Là encore, la sclérose est généralement toujours absente dans une marge de type 3. Voici donc quelques corrélations radiographiques avec la représentation picturale que je viens de vous montrer. À l'extrême gauche de la diapositive, vous pouvez voir une lésion géographique. Elle est contenue ici, le long de la face médiale du fémur distal. Vous pouvez voir qu'elle est nettement délimitée. Il y a une distinction claire entre l'os normal et le tissu lésionnel, et elle s'étend de la métaphyse à l'épiphyse du fémur distal. Il s'agit d'une marge de type 1. Il n'y a pas de bord sclérosé, et c'est donc probablement un type 1. B serait la meilleure façon de décrire. N'oubliez pas que les marges de type 1 sont généralement géographiques et qu'elles représentent habituellement des étiologies bénignes. Sur l'image centrale, vous pouvez voir une marge rongée par les mites ou une marge de type 2. Il y a des trous épars et sans conséquence dans l'os, ce qui donne l'impression qu'ils proviennent de plusieurs foyers différents. Il y a généralement une destruction corticale associée. Et même si la lésion est géographique, il y a de multiples lésions contenues dans l'os, ce qui distingue la marge de type 2 de la marge de type 1C. Enfin, à l'extrême droite de la diapositive, vous pouvez voir une marge perméative. Vous pouvez voir une lésion contenue dans la diaphyse distale du fémur. Là encore, il n'y a pas de différenciation claire entre le modèle trabéculaire normal et le tissu lésionnel. Cela indique généralement un processus de remplacement de la moelle infiltrée. C'est un bon exemple de carcinome métastatique. Vous pouvez également voir sur l'extrémité latérale du fémur, dans la diapositive distale, des signes de destruction corticale et de tissu lésionnel. Il s'agit probablement de la formation d'un composant de tissu mou oxydatif supplémentaire.
Nous avons examiné la représentation picturale de ces marges. Nous avons également examiné les représentations radiographiques. Maintenant, nous allons corréler ces radiographies avec la macroscopie et l'histopathologie. Vous pouvez voir en haut à gauche qu'il s'agit d'une marge de type 1. Il s'agit en fait d'une fibromatène non oxygénée. Vous pouvez voir qu'il y a une armature corticale et qu'il y a une belle bordure scléreuse autour de toute la lésion. Si vous mettez votre pouce et recouvrez la lésion, le reste de l'os semble tout à fait normal. Il s'agit par définition d'une lésion géographique. Si vous regardez maintenant la pathologie brute de cette même lésion à partir d'un échantillon de résection, vous pouvez voir à nouveau cette belle sclérose presque corticale qui s'est formée tout autour de la lésion, avec un certain amincissement du cortex natif juste ici. Et les tissus lésionnels sont bien contenus dans cette limite respective. Le reste de l'os semble tout à fait normal. Sur le côté droit, vous pouvez voir une vue agrandie de ce fibrome non alcalin. Encore une fois, une belle croûte avec une marge sclérotique. À l'histopathologie, vous pouvez voir le tissu lésionnel ici. Il y a un os cortical fin tout autour, très similaire à ce que l'on voit sur les radiographies. La lésion est complètement séparée du reste de la structure trabéculaire de l'os. Ci-dessous, vous voyez une marge de 1B. Il s'agit là encore d'un bon exemple de lésion géographique, mais il n'y a pas de limite scléreuse, comme on l'a noté. Vous pouvez voir que la lésion a essentiellement remplacé le schéma trabéculaire normal de l'os du radius distal. Si vous faites correspondre cela à la section sous-jacente de l'échantillon histologique, vous faites à nouveau voir qu'il n'y a pas de scabiphore. Il n'y a pas de croûte fine et épaisse comme sur cette image. Le tissu lésionnel est contenu dans la partie centrale de la lésion, comme sur la radiographie. Voici un autre exemple d'une marge d'un bec froid. Là encore, il s'agit de la face médiale du fémur distal. Là encore, les tissus lésionnels sont relativement distincts, mais il n'y a pas de sclérose. Si l'on examine la photomicrographie du tissu lésionnel, tout est contenu dans la partie médiane du fémur distal. L'os trabéculaire est normal, mais là encore, il n'y a pas de sclérose autour de la lésion elle-même. D'accord, passons à autre chose. Voici quelques exemples de marges de type 2 et de type 3. Encore une fois, pour la marge de type 2 de Lodwig, vous pouvez voir une radiographie latérale du fémur distal, ici, où vous avez presque l'apparence d'une mythe, avec de multiples trous qui sont presque coalesces et confluents. La destruction corticale est un processus qui se déroule en une seule lésion. Une fois encore, on observe une destruction corticale importante et de multiples lésions dans la partie du fémur distal représentée sur l'image, ce qui correspond à l'histopathologie que nous voyons sur la gauche. À droite, nous avons un exemple de marge perméable. Il s'agit généralement de tumeurs osseuses malignes, y compris les maladies métastatiques et les ostéosarcomes. Il n'y a pas de distinction claire entre le modèle trabéculaire normal de l'os et le tissu lésionnel, et vous pouvez voir que la marge est très primitive. Il n'y a pas de limite claire et distincte, comme nous le voyons, même avec les marges de type 2, ce qui indique à nouveau un processus de remplacement de la moelle très infiltrant. Maintenant que nous avons eu l'occasion d'examiner les marges, parlons un peu des matrices, c'est-à-dire de ce qui se passe à l'intérieur de la lésion elle-même. Les matrices désignent la substance acellulaire, intracellulaire ou produite par les cellules mésenchymateuses qui forment la lésion. Il existe différents types de matrices. Les matrices osseuses sont souvent présentes dans les tumeurs produisant des os, comme les sarcomes osseux. Les matrices cartilagineuses sont observées dans les tumeurs produisant du cartilage, comme les chondromes terminaux ou les chondrosarcomes. Vous pouvez également voir des matrices fibreuses ou collagènes qui sont observées dans les tumeurs fibreuses, et des matrices myxomateuses qui sont observées dans les tumeurs de type myxoïde. Quoi qu'il en soit, en se basant sur l'aspect réel de la matrice sur les radiographies, on peut avoir une meilleure idée du diagnostic différentiel de la lésion sous-jacente. Nous allons donc passer en revue quelques exemples dans un instant. Examinons quelques-unes des matrices produites par ces différentes radiographies. À l'extrême gauche de la diapositive, vous pouvez voir un exemple où il n'y a pas de matrice. On dirait presque un simple tissu mou vu dans l'os, avec le remplacement de l'aspect médial proximal du tibia. Il n'y a pas vraiment d'aspect caractéristique. Du moins radiographiquement, au tissu lésionnel. Dans ce cas, il n'y a pas de matrice définitive qui est montrée. Immédiatement à droite de cela, vous pouvez voir un exemple d'une matrice fibreuse. Vous pouvez voir que les lésions ici contenues dans le fémur proximal ont presque cet aspect de verre pilé. Ce type de calcification est très fréquent dans les tissus fibreux. Qu'est-ce que le verre dépoli? Nous le disons souvent, mais voici un exemple. Vous pouvez voir cette partie opaque du verre qui ressemble presque à une grille plastidienne. Au lieu d'être parfaitement translucide, c'est ce que nous appelons le verre dépoli.
C'est donc presque. Cette lésion présente une opacité subtile. Elle n'est pas complètement transparente, comme celle que vous voyez à l'extrême gauche, mais en même temps, elle ne ressemble pas non plus à un os normal. Il s'agit d'une matrice fibreuse. Immédiatement à droite de cette image, vous pouvez voir une lésion contenue dans l'espace médulaire du fémur distal. Elle présente un modèle de calcification en anneau et en arc qui ressemble presque à du popcorn. Et si vous voyez du popcorn, vous pouvez voir le popcorn et le noyau au centre. Et il y a presque cet anneau qui se forme autour et qui a l'air très globulaire. C'est très caractéristique d'une matrice cartilagineuse. Il s'agit donc d'une tumeur produisant du cartilage, probablement un enchondrome. À l'extrême droite, vous voyez un exemple de matrice octoplastique ou de matrice osseuse. Vous pouvez voir qu'il y a une calcification qui ressemble à de la craie ou à un nuage. En fait, le modèle trabéculaire normal est remplacé par une substance dure, semblable à un nuage ou à de la craie, qui s'avère être de l'os. Voici donc un exemple d'ostéosarcome. Examinons donc certaines de ces matrices, telles que nous les voyons sur les radiographies, et mettons-les en corrélation avec l'histopathologie et la pathologie de croissance. Vous pouvez voir sur la radiographie, à l'extrême gauche, une matrice dense. Cela ressemble beaucoup à du cob ou à de la craie, avec une réaction périostée et une ossification probable de ce composant de tissu mou extraosseux, très caractéristique d'une matrice osseuse. Et si l'on examine une photomicrographie de la coupe H et ou sous-jacente, on peut voir qu'il y a beaucoup de formations osseuses, principalement de l'os tissé, même à très faible puissance. Ces nids de zone rose évoquent la formation d'ostéoïdes et la calcification, ce qui là encore est très évocateur d'un ostéosarcome sous-jacent. Sur le côté droit de la diapositive, vous pouvez voir une autre matrice osseuse produite dans le fémur distal avec une réaction périostée et l'ossification de la composante de tissu mou. Et si vous regardez cette vue sous la croissance, vous pouvez voir qu'il y a essentiellement un remplacement de l'os trabéculaire par de l'os cortical dur comme de l'os. Vous savez, ces zones blanches dures ici indiquent à nouveau une matrice osseuse ou une tumeur produisant de l'os. Là encore, il s'agit d'un ostéosarcome. Voici quelques exemples corrélatifs d'une matrice cartilagineuse. Une fois encore, nous voyons une lésion avec ce modèle de calcification en anneau et en arc de cercle sur l'humérus proximal. Là encore, il s'agit d'une matrice cartilagineuse. Si vous regardez la photomicrographie de cette lésion, toujours à l'intérieur de l'espace médulaire, vous pouvez voir ces zones blanches qui ressemblent presque à du cartilage, comme du cartilage hyalin, intercalé entre des zones plus normales. L'os trabéculaire apparaît. Lorsque l'on examine la coupe micrographique de chaque succession, on peut voir à nouveau ces zones vasophiles correspondant essentiellement à du cartilage contenu dans l'espace médulaire de l'os et les bords corticaux de l'os, ce qui suggère à nouveau une matrice cartilagineuse. Voici un exemple de matrice fibreuse ou de fibrose. Comme vous pouvez le voir, elle est contenue dans la jonction métadioxiale de l'os long. Encore une fois, il s'agit de zones focales qui sont sombres, mais qui ont aussi cet aspect de verre dépoli. Elles ne sont pas complètement translucides ou transparentes, comme vous pouvez le voir dans la version agrandie. Et à quoi cela ressemble-t-il sur la pathologie et les photomicrographies? Vous pouvez voir à nouveau un modèle trabéculaire normal de l'os, et ensuite des zones focales où il y a des bandes et des bandes de tissu collagène intercalées entre les trabécules, suggérant une fibre optique ou une matrice fibreuse cartilagineuse. Fibreuse. Après avoir examiné les marges et les matrices, l'étape suivante consiste donc à rechercher une réaction périostée. La réaction périostée est essentiellement une mesure de l'intensité, de l'agressivité et de la durée du processus incitatif. En général, les réactions périostiques ne sont observées que dans les tumeurs à croissance rapide, où l'on observe une élévation du périoste sous-jacent de l'os en raison de l'expansion rapide du tissu lésionnel. Il s'agit donc souvent d'un indicateur caractéristique d'une tumeur maligne sous-jacente, car le tissu lésionnel s'étend très rapidement et l'os n'a pas eu le temps de s'adapter à cette croissance rapide. L'étendue et le degré de la réaction périostée varient vraiment en fonction de la localisation de la lésion, et il existe de très nombreuses configurations et modèles de réaction périostée différentes. Comme je l'ai mentionné, la configuration elle-même est liée à la manière et à la force temporelle de la production. La formation de nouveaux os dépend du degré d'élévation périostée et de l'activité du processus de stimulation. En règle générale, nous classons les réactions périostées en 3 catégories principales: les réactions continues, les réactions interrompues et les réactions complexes. L'une des réactions périostées les plus courantes est le triangle de Codman. Ce triangle a été nommé d'après Ernest Emery Codman, et il fait référence au petit bourrelet d'os réactif, presque en forme de trompette, qui entoure la limite supérieure de la tumeur, et qui apparaît sur l'image de la tumeur. La radiographie comme un espace triangulaire. Imaginez donc que vous ayez une tumeur sous-jacente qui croît rapidement
qui pousse rapidement à travers l'os cortical et qui provoque une élévation de l'épais périoste à la surface de l'os. À l'endroit où le périoste rejoint la surface de la corticale et où le début de l'élévation se produit, il se forme une sorte de forme triangulaire ou de fenêtre triangulaire, que l'on appelle le triangle de Codman. Voici donc quelques représentations picturales des différents types de réactions périostiques que nous observons. Comme vous vous en souvenez peut-être, nous avons parlé de modèles interrompus ou continus de réactions périostées. Ces réactions peuvent souvent prendre de multiples formes et configurations différentes, y compris la pelure d'oignon, qui est très caractéristique du sarcome d'Ewing, mais qui peut aussi avoir un aspect spiculé ou en cheveux, ou un motif en forme de soleil, comme celui que vous voyez en bas. Là encore, peut être une forme de réaction périostée, ou un motif de réaction périostée. Ces images sont associées à de multiples tumeurs osseuses malignes, et représentent à nouveau cette élévation rapide du périoste dans le cadre d'une lésion qui s'étend rapidement. Voici quelques exemples radiographiques des différents types de réactions périostées que l'on peut voir sur le côté gauche de la diapositive. Vous pouvez voir ce que j'appelle un triangle de Codmans, essentiellement l'élévation du périoste et le point où le périoste, confluence essentielle, est dans le périoste normal, dans la surface corticale de l'os. C'est dans la partie supérieure de la tumeur que se forme cette élévation triangulaire, comme vous pouvez le voir ici dans le cortex antérieur et ici dans le cortex postérieur, qui fait essentiellement référence au soulèvement du périoste en réponse à la croissance rapide de la tumeur. Ce phénomène est plus apparent chez les enfants, car leur périoste est généralement plus épais que celui des adultes. Voici donc un exemple de pelure d'oignon où l'on peut voir plusieurs couches dans le périoste lui-même, avec le périoste surélevé. Ce phénomène est très souvent observé dans le sarcome de l'aile E. Il est souvent lié à la croissance de la tumeur. Il est souvent lié à l'expansion rapide de la tumeur par le système d'éversion et les canules de l'os lui-même. Elle s'échappe par ces systèmes d'éversion dans l'espace des tissus mous, soulève le périoste, et finalement, en raison des flux et reflux de la croissance tumorale, la tumeur elle-même dépasse les limites de l'espace osseux. Comme la tumeur elle-même dépasse l'apport sanguin et nutritionnel sous-jacent, il y a des périodes de croissance plus lentes ou d'arrêt de la croissance, ce qui conduit alors à la calcification. Puis, à mesure que les facteurs androgéniques de la tumeur sont libérés et que la croissance reprend à un rythme très élevé, on observe une élévation progressive. C'est un peu comme les anneaux d'un arbre. Lorsque vous coupez l'arbre, vous pouvez voir les périodes de croissance de l'arbre sur la base de ces anneaux, et l'âge de l'arbre peut être déterminé. Très bon exemple de la façon dont se produit la pelure d'oignon, avec ces périodes de calcification qui se produisent pendant la sénescence ou la croissance lente de la tumeur, puis une expansion rapide du périoste, qui se produit après le rétablissement de l'apport sanguin nutritionnel à la tumeur, formant ce modèle de calcification périodique ou de pelure d'oignon que nous voyons dans le périoste lui-même. À l'extrême droite, vous pouvez voir une réaction périostée en forme de cheveux sur la tête ou de soleil. Là encore, ça se produit en cas de croissance rapide. Ces rayons de soleil ou ces cheveux sur les pointes que vous voyez sont les fibres de Sharpie qui sont soulevées. Ces fibres Sharpie attachent normalement le périoste à la surface corticale de l'os. Mais elles se développent rapidement et attachent essentiellement le périoste à la surface corticale de l'os à cause de la tumeur sous-jacente qui pousse le périoste hors de la surface corticale de l'os. Là encore, il s'agit de signes caractéristiques d'une tumeur maligne à croissance rapide. Maintenant que nous avons parcouru cet abécédaire, ce que je veux que vous compreniez et que vous reteniez de cette partie de l'exposé, c'est que les tumeurs solitaires sont des tumeurs qui se développent rapidement. Les lésions osseuses peuvent aller d'entités totalement bénignes à des tumeurs de haut grade floridement malignes. Les caractéristiques des lésions souvent appréciées sur les radiographies simples peuvent aider à établir un diagnostic différentiel et à réduire le nombre de cas auxquels vous êtes confrontés. Une approche systématique de la compréhension et de l'évaluation de ces lésions implique l'évaluation de la marge, c'est-à-dire de l'effet de l'os, sur la tumeur, de la matrice, c'est-à-dire de l'effet de la tumeur sur l'os, et de la matrice, c'est-à-dire de l'effet de la tumeur sur l'os et de la matrice. La présence ou l'absence de réactions périostées, qui, lorsqu'elles sont présentes, indiquent généralement un processus sous-jacent agressif, à croissance rapide et malin. En combinant ces trois éléments, il est possible de réduire le champ d'investigation. Voici une diapositive récapitulative des différentes caractéristiques que nous venons d'examiner et qui permet de déterminer s'il s'agit d'une lésion maligne ou d'une lésion non maligne sous-jacente. Nous pouvons parcourir ce tableau assez rapidement. Souvenez-vous, pour les limites de la lésion, dans les néoplasmes malins ou agressifs, les limites sont généralement mal définies. Parce que, encore une fois, l'os n'a pas vraiment eu le temps de réagir à la croissance rapide du tissu lésionnel. Alors que dans les conditions non malignes, elles sont généralement bien définies ou ont une belle limite sclérotique. Parce que, encore une fois, il y a une zone de transition nette entre l'os normal et l'os anormal,
parce que l'os a eu le temps de s'adapter à cette croissance. Il s'agit d'une lésion de l'épine dorsale. Une réaction périostée, en particulier une réaction spiculée, interrompue ou avec un triangle cognitif, indique généralement un processus malin ou agressif, alors que les affections non malignes ou bénignes ne produisent généralement pas de réaction périostée. La destruction corticale, encore une fois, est généralement observée dans les processus malins. Parfois, ils ont un aspect dévoré par les mythes, comme dans la classification de Lodwig de type 2 dont nous avons parlé précédemment, ou ils peuvent avoir un aspect perméable, comme dans la classification de Lodwig de type 2 dont nous avons parlé précédemment. Il y a une zone très élargie, si vous voulez, de transition entre l'os normal et l'os anormal. Encore une fois parce que le processus sous-jacent à la formation de cette lésion est infiltrant et pas clairement délimité et défini, comme vous le verriez dans une lésion de type plus géographique. N'oubliez pas que c'est généralement la marque d'un processus malin, car dans la plupart des processus bénins, à moins qu'il ne s'agisse d'une affection bénigne et agressive, on n'observe généralement pas de destruction corticale. Enfin, l'extension des tissus mous. Encore une fois, pour les raisons que nous avons décrites ci-dessus, les tumeurs malignes ou agressives peuvent vraiment produire des masses de tissus mous parce qu'elles se développent rapidement à travers le système vierge et conduisent essentiellement à une croissance tumorale ininterrompue à l'extérieur de l'os, qui peut alors provoquer une élévation du périoste. Et c'est vraiment une caractéristique des tumeurs malignes. Alors qu'habituellement, les tumeurs bénignes sont vraiment confinées par les barrières naturelles de l'os, telles que les plaques de croissance ou l'os cortical. Et ils ne s'étendent pas dans les tissus mous. Cela étant dit et fait, passons à quelques exemples de cas. D'habitude, j'essaie de le faire à l'aide d'un jeu qui permet à l'auditoire d'être interactif, mais comme il s'agit d'un webinaire, je vais imaginer que vous répondez correctement à chaque question. Nous allons donc nous livrer à ce jeu, bénin ou malin, qui s'inspire d'un classique de la télévision américaine, Deal or No Deal. Nous allons donc passer en revue quelques exemples pour vous aider à utiliser exactement ce que vous venez d'apprendre dans cet abécédaire et à l'appliquer directement à des exemples de cas. Voici donc le premier cas. Il s'agit d'une femme de 50 ans avec une lésion de la jambe gauche qui s'est présentée avec une douleur progressive de la jambe gauche et des difficultés à porter le poids. Comme vous pouvez le voir sur ces radiographies, il s'agit d'une vue latérale apicale. Nous voulons deux vues orthogonales. Vous pouvez voir qu'il y a une lésion perméative dans la partie inférieure de l'image, dans la diapositive distale du tibia, qui érode le cortex médial. Bien qu'elle soit quelque peu géographique, il n'y a pas de limite claire entre le tissu lésionnel et l'os normal. La marge est très perméable. Si l'on regarde l'IRM, on voit des coupes coronales ainsi que des coupes de l'os normal. Voici des coupes coronales et sagittales. Vous pouvez voir qu'il y a des lésions iso-intenses au muscle squelettique. Peut-être légèrement hypo-intense au muscle squelettique sur tone. Image pondérée. Il est clair qu'il y a une perte de la marge corticale médiale, avec une grande composante de tissu mou qui s'étend dans les tissus mous médians. De même, il y a une perte des compartiments antérieurs et postérieurs, avec un remplacement significatif de la moelle par la tumeur. Ce patient s'est donc retrouvé avec un adénocarcinome pulmonaire métastatique. La radiographie présentait manifestement de multiples caractéristiques évoquant un processus agressif, avec une marge perméable, une destruction corticale, des lésions supplémentaires de la moelle épinière, une composante osseuse des tissus mous. Tous ces éléments sont des caractéristiques des processus malins. Et compte tenu de l'âge de la patiente, 50 ans, les conditions les plus probables pourraient être un carcinome métastatique, un myélome multiple ou un lymphome. Et on lui a finalement diagnostiqué un adénocarcinome pulmonaire métastatique. Les métastases osseuses sont généralement diaphysaires, mais peuvent également être métaphysaires ou épiphysaires. Elles sont généralement observées chez les adultes, généralement âgés de plus de 40 ans, et se manifestent souvent par des douleurs progressives. Il ne s'agit pas d'un traumatisme ou même d'une fracture pathologique. Les marges sont primitives, comme nous venons de décrire. La matrice peut être variable, selon qu'il s'agit d'un processus lytique ou d'un processus plastique. Et les réactions périostées peuvent également être variables en fonction de la rapidité de la croissance de la tumeur, ainsi que de l'élévation du périoste. Le traitement consiste généralement en une combinaison d'observation et de radiothérapie externe, et, en cas de douleur ou de risque de fracture pathologique, en une forme de stabilisation prophylactique avec contrôle local, et le cas échéant, en une intervention chirurgicale. La décision de procéder à une résection ou à une reconstruction peut également dépendre du type de lésion et du fait qu'elle soit oligométastatique ou vraiment largement métastatique, ainsi que de nombreux autres facteurs qui entrent en ligne de compte dans cette prise de décision et qui sortent vraiment du cadre de cet exposé. Le cas suivant est celui d'un jeune homme de 14 ans qui s'est blessé à la cheville gauche. Il jouait au football, s'est tordu la cheville et a commencé à ressentir des douleurs à la cheville, ce qui lui a valu ses radiographies. Encore une fois, vue AP et latérale, bénigne ou maligne. Bon travail, c'est bénin. Comme vous pouvez le voir, il y a une bordure scléreuse, la lésion géographique.
Il n'y a pas de destruction corticale importante. La matrice ressemble à du verre pilé. Elle n'est pas vraiment translucide et transparente. Elle ne ressemble pas vraiment à de la craie ou à des griffes représentant une matrice d'apparition. Et elle ne ressemble certainement pas à une matrice cartilagineuse. Cette lésion, située de façon excentrée plus corticale, est un fibrome non ossifiant. Les fibromes non ossifiants se trouvent généralement dans les scellements de robinet. Ils apparaissent fémur distal ou le tibia distal, parfois aussi dans le tibia proximal. Ils sont localisés de manière excentrique. Comme nous l'avons mentionné, ils sont généralement observés chez les adolescents et il s'agit généralement d'une découverte fortuite, comme dans le cas de ce patient qui s'est tordu en pratiquant un sport et dont les radiographies ont révélé la présence d'un fibrome non ossifiant dans le fémur. Constatation. La marge est géographique. Vous pouvez recouvrir cette lésion et le reste de l'os semble tout à fait normal. La matrice était fibreuse, d'aspect vert dépoli, et il n'y a pas de réaction périostée associée. Le traitement de ces lésions consiste donc généralement à les observer. Si elles sont très douloureuses, ou s'il y a un risque de fracture pathologique, on peut guérir une lésion de Tudge et d'allogreffe. Quand un fibrome non ossifiant n'est-il pas un fibrome non ossifiant? Il s'agit donc de faux fuyants dont il faut se méfier. Voici un exemple. Il s'agit d'une jeune femme de 19 ans qui s'est présentée avec une douleur au genou et voici les radiographies qu'elle a présentées. Encore une fois, n'oubliez pas qu'une seule vue n'est pas une vue. Il faut vraiment rechercher des vues orthogonales. Mais j'avais juste des vues AP que je voulais vous montrer. Vous pouvez voir ici la lésion contenue dans l'aspect médial du tibia proximal. Encore une fois, ce qui semble être une lésion géographique assez scléreuse, avec une marge scléreuse. Mais si vous regardez son IRM, vous pouvez voir qu'il y a un remplacement significatif de la moelle dans la partie supérieure du tibia. Il y a une destruction presque complète de la corticale médiane. Et sur la vue sagittale, on peut voir qu'il y a également une importante composante de tissu mou, très évocatrice d'une lésion maligne sous-jacente. Elle a finalement subi une biopsie qui a révélé un ostéosarcome de haut grade et a donc été traitée par une résection et un remplacement du tibia proximal. Les ostéosarcomes peuvent être métaphysaires ou épiphysaires. Il est très rare qu'ils soient diaphysaires. Ils sont généralement observés au cours des premières et deuxièmes décennies de la vie et sont associés à des périodes de croissance linéaire accélérée, comme la poussée de croissance de l'adolescence. Les marges sont très perméables. Il n'y a pas de distinction claire entre le tissu lésionnel et l'os trabéculaire normal, parce qu'il y a un remplacement agressif de la moelle et que la matrice est généralement asseuse ou osseuse. Les réactions périostées sont souvent présentes sous la forme d'un triangle de Codman, et le traitement consiste généralement en une chimiothérapie néoadjuvante avec une résection radicale plus large et une reconstruction avec chimiothérapie adjuvante. Voici le cas suivant. Il s'agit d'un homme de 26 ans qui s'est présenté avec une douleur vive à l'avant-bras. Ici. Comme vous pouvez le voir, il y a une lésion dans le radius proximal. S'agit-il d'une lésion bénigne ou maligne? Je vais vous donner d'autres IRM. Vous pouvez voir qu'il y a un remplacement de flèche qui se produit dans le radius proximal et une perte significative du modèle trabéculaire, une perte significative de la structure corticale ainsi que des composants de tissu mou extra-osseux. Vu sur toutes ces vues. En fin de compte, ce patient présentait ce que l'on appelle un fibrome démoplastique. On aurait pu s'inquiéter de cette lésion et penser qu'elle était maligne, mais la biopsie a finalement prouvé qu'il s'agissait d'une affection bénigne, mais agressive appelée fibrome démoplastique. Il a subi une allogreffe et une résection subséquente. Il a subi une résection et une reconstruction par allogreffe avec une plaque et une vis, comme vous pouvez le voir ici, et a finalement obtenu un bon résultat fonctionnel. La fibromyalgie démoplastique peut être diaphysaire ou métaphocellulaire. Elle se manifeste à un âge variable, mais typiquement au cours de la 2e ou 3e décennie de la vie. Elle se manifeste donc généralement entre la fin de l'adolescence et la vingtaine, parfois jusqu'à la trentaine. Les marges sont géographiques. Encore une fois, vous avez vu que cette lésion était parfaitement contenue dans le rayon proximal. La matrice elle-même est fibreuse, d'aspect vert pilé, et il n'y a généralement pas de réaction périostée. Dans ce cas, nous n'avons pas vraiment eu de réaction périostée, mais il y a eu une expansion significative de l'os dans la zone de la lésion, ce qui suggère probablement qu'il s'agit plus d'un processus bénin que d'un véritable processus malin. Le traitement consiste généralement en un curetage et une greffe ou une reconstruction par résection marginale. Si ce n'est pas douloureux, on peut aussi observer. Le cas suivant est celui d'un garçon de 10 ans qui s'est présenté avec une douleur au genou droit. Encore une fois, vous pouvez voir une lésion presque géographique contenue dans le tibia proximal médial. La métaphyse ne semble pas évoluer vers l'épiphyse, et il semble qu'il y ait peut-être une perte du contour cortical à la fois médialement et antérieurement. Bénigne ou maligne.
Permettez-moi de vous donner quelques images supplémentaires. Vous pouvez voir sur une IRM les vues axiales et sagittales. Ce qui est immédiatement apparent, c'est le niveau de liquide, où vous avez des sortes de zones de signal hyper intenses sur ces zones sensibles au liquide. Les séquences et les zones de signal plus hypo-intenses sont presque superposées. Ceci est pathognomonique et caractéristique de ce que l'on appelle un kyste osseux anévrismal. Mais les kystes osseux anévrismaux peuvent souvent se présenter de manière très similaire aux ostéosarcomes trictatiques de la lignée T. Il faut donc être prudent. Il est certain que d'après les radiographies originales, c'était assez inquiétant et vous savez, pas inhabituel pour une lésion bénigne mais agressive comme un kyste osseux anévrismal. Les kystes osseux anévrismaux sont généralement épiphysaires ou métaphysaires. Ils ont tendance à se produire à l'adolescence. Ils sont très géographiques et ont un bord sclérosé en forme de coquille d'œuf, presque une apparence de bulle de savon. Il n'y a généralement pas de matrice, comme celle que nous avons vue. Elle est presque translucide et il n'y a généralement pas de réaction périostée. Le traitement est donc généralement symptomatique. Ils sont généralement traités avec une thérapie de la plèvre, ou si la lésion est assez grande, ils peuvent subir un curetage et une greffe osseuse avec une éventuelle plaque. Ils peuvent être fixés si nécessaire ou présenter un risque élevé de fracture pathologique. Très bien, voici un autre cas. Il s'agit d'un homme de 20 ans qui s'est présenté avec une douleur au bas de la jambe. Il s'agit de radiographie appian latérale. Là encore, vous pouvez voir dans la diathèse du tibia une zone focale où il semble y avoir une expansion corticale. On la voit principalement en position médiane sur la radiographie AP et légèrement en position postérieure sur la radiographie latérale. Ce patient a également subi une scintigraphie osseuse. Comme vous pouvez le voir, la zone de la lésion présente une absorption intense. Bénin. Si vous avez deviné bénin, vous avez raison. Il s'agit d'un ophtalmome octoïde et les ostéoïdoxiums peuvent être diaphysaires ou métaphysaires. Ils ont généralement une base corticale et surviennent chez les adolescents entre 10 et 20 ans. Ils ont une marge sclérotique épaisse, avec généralement un nidus central qui n'est souvent détecté que par l'imagerie avancée, comme le scanner. Il n'y a généralement pas de matrice, mais il faut rechercher cette zone de translucidité qui représente le nidus. Il n'y a généralement pas de réaction périostée associée, et le traitement consiste généralement à observer les symptômes. Ils peuvent être traités par ablation par radiofréquence ou, pour les lésions plus importantes, par curetage et greffe. Donc encore une fois, en revenant au même principe que nous avons appris dans notre introduction, il ne s'agit pas d'une lésion destructrice, mais d'une lésion à base corticale. Les bords sont épais, la sclérose est épaisse autour de la lésion elle-même, et il n'y a pas de caractéristiques agressives comme une réaction périostée. Il s'agit probablement d'une lésion bénigne, malgré le fait que le patient souffrait de douleur. Voici donc un autre cas. Il s'agit d'une femme de 80 ans qui s'est présentée avec des douleurs lombaires, que son médecin traitant a finalement examinées au moyen d'une tomodensitométrie. Et il s'est avéré que cette lésion était contenue dans l'ala sacré, donc bénigne ou maligne. Les cortex de cette partie de l'ala sont bien préservés. La lésion semble être quelque peu géographique. Il y a une limite bien définie entre la zone concernée par la lésion, cette sorte de lucidité que vous voyez ici, et la structure trabéculaire normale de l'os. Tout cela devrait vous orienter vers quelque chose de peu bénin. Si vous regardez la fenêtre osseuse en particulier, les marges sont beaucoup mieux mises en évidence. Vous pouvez voir que l'os cortical est vraiment bien préservé, mais il y a cette zone focale qui semble un peu plus dépourvue d'os trabéculaire. Ce qui est différent du côté contralatéral, mais le côté contralatéral semble également un peu dépourvu d'os trabéculaire. Donc, si vous pensiez que c'était bénin, vous avez tout à fait raison. Il s'agit d'une ostéopénie sévère, ou d'un remplacement de la moelle qui tend à se produire chez les patients plus âgés. Il s'agit d'un bon tableau à retenir pour les tomodensitogrammes, qui montrent l'atténuation des différents types de tissus. Rappelez-vous que l'os a l'atténuation la plus élevée à 1000 unités Hounsfield et que l'air a l'atténuation la plus faible à moins 1000 unités Hounsfield. Tout le reste se situe entre les deux. Si vous avez la possibilité de mesurer l'atténuation réelle de cette zone, vous verrez qu'elle se situe probablement dans la fourchette suivante. Le taux de graisse se situe entre moins 30 et moins 70, ce qui est très révélateur d'une ostéopénie ou d'un remplacement graisseux sous-jacent. L'architecture trabéculaire, associée à l'ostéoporose et à la perte osseuse. Voici un autre cas, celui d'un homme de 17 ans qui a présenté une douleur au genou gauche. Sur les radiographies latérales appiennes, vous pouvez voir une lésion superficielle contenue dans les tissus mous médians. Du fémur distal d'aspect presque pédiculé. Il y a continuité de la cavité médulaire entre l'espace médulaire de l'os haute et la lésion.
vous pouvez voir que le cortex remonte et fait le tour et ne disparaît pas pour continuer directement dans la chaussette de cette lésion. Alors bénigne ou maligne? Si vous avez deviné bénin, vous avez tout à fait raison. Il s'agit d'un ostéochondrome. Il s'agit d'un ostéochondrome pédiculé. Ces lésions apparaissent généralement dans la région diaphysaire ou métaxiale. Il s'agit d'un ostéochondrome à base corticale. Ils sont généralement observés pour la première fois à l'adolescence, mais peuvent également se présenter à l'âge adulte, probablement dans le cas d'une lésion totalement asymptomatique qui n'a jamais été détectée ou qui n'a jamais été détectée de manière fortuite à l'imagerie. La caractéristique de cette lésion est qu'il y a une continuité médulaire de la lésion elle-même. Et la lésion peut être soit pédiculée, soit céphalique. Comme je vous l'ai montré précédemment, le schéma trabéculaire médulaire se poursuit dans le soc de la lésion, qui est à nouveau une caractéristique de ce type de tumeur bénigne. La matrice est généralement constituée de cartilage, en particulier chez les adolescents. Et vous pouvez mieux apprécier cela sur l'IRM. Il n'y a pas de réaction périostée associée. Et habituellement, en raison de la nature bénigne, si le patient est asymptomatique, vous pouvez simplement l'observer. S'il est symptomatique, on peut l'exciser. Encore une fois, il s'agit donc d'un autre faux fuyant. Quand un ostéochondrome n'est-il pas un ostéochondrome? Voici donc un exemple de patient, un homme de 17 ans, qui s'est présenté avec une douleur au genou gauche. Vous pouvez voir sur la radiographie latérale cette calcification en forme de nuage, une calcification en forme de craie observée dans les tissus mous postérieurs avec une réaction périostée focale, ou au moins une élévation périostée. Et si vous regardez la coupe axiale de l'IRM pondérée en T, vous pouvez voir qu'il y a une zone focale de perte corticale dans la partie postérieure du fémur avec une composante de tissu mou qui semble, il est possible d'étendre le champ d'investigation à partir de là. Ainsi, même si cela ressemble à un ostéochondrome possible, c'est pas vraiment le cas. Voici un autre exemple avec une zone d'atteinte beaucoup plus large, s'étendant sur toute la corticale postérieure du fémur, avec une ossification importante, une matrice ressemblant à un nuage, ce qui est cohérent avec le fait que l'os est la matrice sous-jacente. En fin de compte, on a diagnostiqué chez ce patient un ostéosarcome périostique de grade intermédiaire et on lui a fait subir une intervention chirurgicale hémicorticale, une résection avec reconstruction à l'aide d'une allogreffe. Et s'en est très bien sorti. Ainsi, avec ces deux exemples de cas, j'espère que la distinction entre bénin et malin est un peu plus claire. Encore une fois, c'est pas quelque chose que je m'attends à ce que vous connaissiez parfaitement après un seul cours, mais avec une pratique continue, vous serez en mesure d'identifier des modèles. Et en utilisant le même cadre que celui dont nous avons discuté, vous pourrez identifier les facteurs qui sont très préoccupants pour une malignité potentielle et ceux qui ne le sont pas. En résumé, les lésions osseuses solitaires peuvent aller d'entités totalement bénignes à des tumeurs de haut grade floridement malignes. Les caractéristiques de la lésion, qui sont souvent mieux visibles sur une radiographie simple, peuvent vraiment aider à établir un diagnostic différentiel. Et lorsque vous combinez les caractéristiques lésionnelles avec des éléments historiques, y compris l'âge, la localisation de la lésion et les symptômes, vous pouvez vraiment arriver à un diagnostic différentiel très étroit qui peut aider à identifier la tumeur maligne sous-jacente. Elle a été prise en charge avant même d'avoir recours à une biopsie. Rappelez-vous donc que lorsque vous regardez les radiographies, vous adoptez une approche systématique pour évaluer la lésion et vous voulez évaluer la marge, la matrice et la présence ou l'absence d'une réaction périostée. En faisant ces trois choses de manière cohérente, on peut vraiment aider à identifier l'éventuelle base histologique sous-jacente du processus et faire en sorte que ce patient reçoive les soins appropriés. Ceci étant dit, passons maintenant à un cas illustratif. Je voulais vraiment utiliser ce cas pour aider non seulement à diagnostiquer potentiellement la lésion sur la base des radiographies et de l'imagerie, mais aussi pour passer en revue le bilan de cette lésion, y compris la biopsie potentielle, la stadification appropriée et le traitement ultérieur. Il s'agit donc d'un patient que j'ai pris en charge à l'adresse. Il s'agit d'une femme de 63 ans qui s'est présentée avec une masse progressive et douloureuse dans la partie inférieure de la jambe gauche et des douleurs lors de la mise en charge. La masse a été remarquée près de 4 mois auparavant et s'est progressivement élargie par intervalles. Elle a des antécédents de polyarthrite rhumatoïde. Et au départ, la patiente pensait que c'était lié à la polyarthrite rhumatoïde et qu'il s'agissait potentiellement d'un nodule rhumatoïde. Mais la masse n'est pas vraiment adjacente à une articulation. Elle a d'abord consulté son médecin traitant, puis a été orientée vers un service de rhumatologie. La rhumatologie a renvoyé la patiente chez son médecin traitant, qui l'a alors orientée vers la chirurgie plastique. L'équipe de chirurgie plastique l'a vue et a recommandé une biopsie, mais a indiqué que la patiente devrait consulter un chirurgien oncologue car cela ne relevait pas de son champ d'action. Et elle est finalement retournée voir son PCP et a subi des examens d'imagerie ultérieurs. Voici donc les radiographies de face et de profil. Ce cas vous est peut-être familier, puisque nous avons examiné ces images il y a peu.
Comme vous pouvez le voir, dans le tiers distal de la diapositive du tibia gauche, il y a une lésion focale avec une marge très primitive, avec une suspicion de perte corticale médiane et de perte corticale postérieure, ce qui est très préoccupant pour une tumeur maligne sous-jacente. Donc, en appliquant les principes que nous avons discutés plus tôt, compte tenu de l'âge du patient, 63 ans, et de ses caractéristiques démographiques, ainsi que de la localisation de la lésion, nous pouvons vraiment aider à développer un diagnostic différentiel. Je pense donc que vous diriez tous qu'il s'agit probablement d'un cas agressif, compte tenu de l'étendue de la perte corticale, de la marge perméable et de la douleur progressive ressentie par le patient. Ainsi, chez les patients âgés de plus de 40 ou 50 ans, les diagnostics les plus courants pour une lésion osseuse sous-jacente sont les numéros 1, 2 et 3, la maladie métastatique. De loin, la maladie métastatique est l'étiologie la plus fréquente d'une lésion osseuse agressive. Vient ensuite le myélome ou la dyscrasie plasmocytaire, et enfin le lymphome. Sur cette base, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il s'agit d'un cas très préoccupant de maladie métastatique sous-jacente. N'oublions pas que certains carcinomes primaires ont une prédilection pour les métastases osseuses. Les plus courants sont pour le sein, pour le poumon, le cancer de la thyroïde, le cancer du rein et le cancer de la prostate. La colonne vertébrale est généralement le site le plus courant des métastases osseuses, mais les os longs, y compris les fémurs et les humerus, sont également très fréquents et peuvent être associés à une morbidité et une mortalité importantes. Examinons à nouveau quelques-unes de ces photomicrographies pour passer en revue certains des concepts que nous avons passés en revue dans notre introduction. Comme je l'ai déjà mentionné, les lésions métastatiques peuvent être de nature blastique ou lytique. En général, les lésions les plus courantes sont purement blastiques ou liées au cancer de la prostate. Bien que certaines tumeurs malignes gastro-intestinales puissent également présenter des lésions blastiques ou lytiques. Le cancer du poumon et le cancer du sein peut parfois se présenter avec un désordre blastoclytique mixte. Les métastases lytiques sont généralement observées dans le cancer du poumon, le cancer de la thyroïde, le mélanome, le myélome multiple et le carcinome à cellules rénales. Et comme je l'ai mentionné, les lésions blastoclytiques mixtes peuvent être observées dans le cas du cancer du poumon et du cancer du sein. Voici donc quelques exemples. Vous pouvez voir en haut à gauche de la diapositive une blastoclésion focale dans la région intertrachétrale du fémur droit. Comme vous pouvez le voir sur la pathologie brute, ce patient présente une formation osseuse abondante dans et autour de la zone concernée, ce qui est très évocateur d'une tumeur produisant des os, dans ce cas un cancer de la prostate métastatique. En bas à gauche de la diapositive, vous pouvez voir une lésion lytique focale observée au scanner avec une interruption corticale et un composant de tissu mou oxydatif supplémentaire. Et voici la pathologie de croissance de cette même lésion. Une fois encore, l'os trabéculaire normal constitue presque une marge claire et distincte entre le tissu lésionnel et l'os, avec une perte de cortex ici et une importante composante de tissu mou qui s'est formée en remplaçant complètement les éléments de la moelle sur cet aspect de l'os. Compte tenu de la masse observée à l'examen physique et de la présence d'une lésion perméable, nous avons procédé à une imagerie avancée afin d'avoir une meilleure idée puisqu'il s'agissait d'un nouveau diagnostic et que le patient n'avait pas reçu d'examen formel de l'état de santé. Il n'y a pas encore de diagnostic. Nous avons donc fait une IRM. Il s'agit d'un examen axial. Excusez-moi. Ce sont des images coronales et sagittales pondérées. Vous pouvez voir à nouveau qu'il y a un remplacement important du canon sur la partie centrale du tibia diasporique, avec une perte de la corticale médiale et une importante composante de tissu mou qui s'est développée. Le tissu lésionnel proprement dit semble iso-intense, voire légèrement hypo-intense par rapport aux muscles squelettiques, et semble bien défini. Je veux dire qu'elle est certainement infiltrante, mais vous pouvez voir qu'il y a clairement une limite distincte entre la lésion et les éléments normaux de la moelle. Et ceci est mieux accentué sur les vues sagittales, partout. Là encore, le cortex postérieur semble avoir été quelque peu perdu par ce processus destructeur et agressif. Sur la base des radiographies, des antécédents et de l'IRM. Que pensons-nous? S'agit-il d'une tumeur maligne ou bénigne? Je pense en ce que vous êtes tous en train de vous dire qu'il s'agit d'une tumeur maligne. Et si c'est le cas, vous avez tout à fait raison. Cette tumeur présente certaines caractéristiques et très agressives, notamment la destruction corticale, une croissance relativement rapide, une composante de tissu mou extra-oxy, qui sont toutes évocatrices d'un processus agressif sous-jacent. Vous avez donc tout à fait raison de dire qu'il s'agit probablement d'une tumeur maligne. Comme nous l'avons déjà dit, le diagnostic d'une nouvelle lésion osseuse implique une anamnèse et un examen physique approfondi avec des radiographies simples de l'ensemble du compartiment. Nous avons obtenu des radiographies du tibia et du péroné du côté gauche, ainsi que des radiographies apélatérales de la colonne vertébrale. Si vous voyez une lésion comme celle-ci,
N'oubliez pas que vous devez vous assurer que toute la colonne vertébrale est correctement imagée. Ainsi, une lésion, par exemple, de la colonne cervicale, thoracique ou lombaire, nécessite souvent une imagerie de l'ensemble de la colonne vertébrale. Il s'agit d'un document célèbre publié par les docteurs Rugraf et Simon à Chicago. L'imagerie transversale avancée peut donc être utile, comme dans ce cas, en fonction de l'apparence des lésions sur les radiographies et de la suspicion d'une extension des tissus mous. Il est parfois très utile d'avoir recours à l'imagerie avancée, comme l'IRM, principalement pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une atteinte multifocale de l'os lui-même. Et dans une situation où l'on envisage une tumeur maligne osseuse primaire dans le diagnostic différentiel, il est important d'aider à l'établir et d'aider à la recherche d'une tumeur maligne osseuse. Planifiez votre biopsie. En cas de maladie métastatique, des analyses de laboratoire peuvent également être réalisées. L'utilité de ces analyses est quelque peu controversée, mais il est certain que la réponse du manuel est une série d'analyses que nous examinerons dans une seconde section. Enfin, une confirmation histopathologique définitive est nécessaire. Examinons donc quelques-uns des résultats de laboratoire que nous obtenons. Voici un document célèbre publié par les docteurs Rugraf et Simon à Chicago. Cette étude a été publiée dans le JBJ et porte essentiellement sur les analyses spécifiques qui peuvent être très utiles pour établir un diagnostic chez un patient adulte suspecté d'être atteint d'une tumeur maligne. Les examens de laboratoire les plus courants que nous obtenons sont la NFS avec différentiel, un panel métabolique complet qui comprend essentiellement un panel chimique et électrolytique standard, avec des tests de la fonction hépatique supplémentaires. Nous vérifions également le taux de LDH. Nous vérifions le taux de phosphatase alcaline spécifique des os. Nous vérifions l'OSR et la CRP, qui sont des marqueurs inflammatoires et non spécifiques, mais qui peuvent aider à faire la distinction entre un processus tel que l'ostéomyélite et une éventuelle tumeur maligne. Nous vérifions également l'électrophorèse des protéines sériques par immunofixation, l'électrophorèse des protéines urinaires, ainsi que les immunoglobulines quantitatives et le dosage des chaînes légères libres sériques. Ce que l'on recherche, ce sont essentiellement des paraprotéines que l'on voit dans les discrétions plasmocytaires, comme le myélome multiple. Je vais vous présenter un cas où la chaîne légère libre sérique a vraiment aidé à poser le diagnostic. Avant la biopsie, nous vérifions également la TSH avec le réflexe T4, ce qui signifie simplement que la TSH est élevée. Nous vérifions également le taux de T4 ainsi que le taux de THC chez l'homme. En association avec la radiographie et l'imagerie transversale, généralement un scanner du thorax, l'AB et le métalbus, ces analyses ont donc permis d'établir le diagnostic. Un diagnostic dans plus de 85% des cas, comme présenté dans cette série. Donc, comme promis, prenons une petite pause pour examiner certaines questions relatives aux chaînes légères. Rappelons que les immunoglobulines intactes ont une chaîne lourde et une chaîne légère, et que 80% des cas de myélome se présentent avec une immunodépression intacte. Il existe cependant des cas de myélome multiple qui peuvent présenter une maladie à chaîne légère libre. Les chaînes légères libres sont connues sous le nom de protéines de Jones, et cela se produit dans 20% de tous les cas de myélome où elles ne produisent que des chaînes légères. Ce phénomène est souvent associé à une insuffisance rénale, qui fait partie des critères du CRAB que nous utilisons pour diagnostiquer le myélome multiple. Et donc, chez les patients qui souffrent vraiment d'insuffisance rénale. Donc, créatinine, plus de 2 mg par décilitre. Et vraiment pas d'autres explications claires. Vous devez vous assurer que vous évaluez le dosage des chaînes légères libres, pour vous assurer que les personnes atteintes de myélome lourd ont tendance à penser qu'elles n'ont pas de protéine Benz-Jones parce qu'elles ne présentent pas de pic M sur une SPEP ou une UPEP standard. Cela peut aider à poser le diagnostic de myélome multiple. Il faut donc se rappeler que les chaînes de vie libres dans le sérum sont généralement présentes de manière physiologique, mais que le ratio a rapidement changé et s'est massivement accru chez les patients atteints d'un myélome à chaîne légère. Et la majorité des patients atteints de myélome multiple auront une certaine quantité de chaîne légère libre en pointillés. Revenons rapidement sur les plasmocytes ou l'expansion clonale du flux plasmatique que l'on observe dans le myélome multiple. Rappelons que les immunoglobulines ont une chaîne lourde et une chaîne légère. Normalement, les chaînes légères sont liées aux chaînes lourdes. C'est ce pic que l'on observe, cette augmentation prototypique de l'expansion du côlon d'un seul type d'immunoglobuline dans un myélome lourd à chaîne légère. Cependant, il y a aussi une production importante ou une surproduction de la chaîne légère qui forme alors cette ces paraprotéines connues sous le nom de protéines de Ben-Jones. Et c'est ce que nous détectons dans le test sérique. Le dosage de la chaîne légère libre dans le sérum peut être normal chez un certain nombre de patients atteints de myélome multiple et un test SPEP avec immunofixation, avec un dosage de la chaîne légère libre dans le sérum, augmente réellement la sensibilité du diagnostic du myélome multiple de plus de 89% par rapport à un test SPEP avec immunofixation avec un dosage de la chaîne légère libre dans le sérum, avec l'immunofixation seule. Si vous avez la possibilité d'ajouter un dosage des chaînes légères libres, je vous le recommande vivement, en particulier chez les patients âgés de plus de 40 ans, pour lesquels vous soupçonnez fortement une tumeur osseuse ligamentaire sous-jacente,
pour laquelle une dyscrasie plasmocytaire, telle que le myélome multiple, reste différentielle. Voici donc un très bon exemple de cas qui montre vraiment l'importance du dosage des chaînes légères libres sériques. Il s'agit donc d'un homme de 54 ans qui s'est présenté avec une douleur à l'épaule gauche, puis à la jambe gauche et à la hanche gauche. Si l'on examine l'immunoglobuline quantitative, on constate que le résultat global de la bêta-2 microglobuline se situe dans la fourchette normale. Les immunoglobulines G, A et M étaient toutes essentiellement dans les limites de la normale ou légèrement inférieures. Et le FPAP a vraiment montré un schéma normal avec une légère diminution diffuse des gamma-globulines, donc pas de pic M caractéristique et donc pas de diagnostic pour le myélome multiple. Si l'on examine les résultats SPEP dans le contexte d'un dosage des chaînes légères libres, voici ce que l'on observe. La distribution des immunoglobulines est donc normale. Mais si l'on regarde le taux de chaînes légères lambda libre, il est de 7,3. Et le taux de gènes légers kappa libre est démesurément élevé à 1360. Ce qui est presque 10 fois la limite supérieure de la normale, laissant un ratio de chaînes légères lambda kappa libre de 1806, ce qui est nettement élevé et hautement subjectif d'un myélome à chaîne légère. Ce patient a bénéficié d'une imagerie appropriée et vous pouvez voir qu'il présentait des lésions lytiques multifocales impliquant différentes parties du bassin et qu'il a finalement été diagnostiqué avec un myélome multiple. Là encore, il s'agit d'un patient a été orienté vers un chirurgien orthopédique, à nouveau pour une douleur à l'épaule gauche, mais qui a été orienté vers le CB parce qu'il n'y avait pas de diagnostic clair. Encore une fois, le profil normal de la SVAP, avec une légère augmentation diffuse de la gamma-globuline IG, était encore une fois légèrement plus bas que la plage normale pour ce laboratoire de référence. Les IgA et IgM étaient également légèrement inférieurs à la plage de référence normale. Il n'y avait pas de protéine de Jones dans l'urine, et l'UPEP était également normal. Nous avons donc effectué d'autres examens de laboratoire, notamment un dosage du gène de la lumière libre. Vous pouvez voir que les niveaux de lichen kappa libre étaient nettement élevés, à 364, ce qui était nettement supérieur à la limite supérieure de la normale. Et si vous regardez le scanner, vous pouvez voir qu'il y avait une lésion dans l'épaule gauche. Nous avons donc procédé à une biopsie guidée par l'image de la masse de tissu mou afin d'aider à déterminer le diagnostic définitif. Je répète donc que si vous suspectez un myélome, c'est-à-dire tout patient de plus de 40 ans présentant une lésion d'apparence lytique, vous devez non seulement demander le SPEP dans le cadre du bilan standard pour évaluer le myélome, mais aussi vérifier le dosage des chaînes légères libres dans le sérum, car jusqu'à 20% des myélomes peuvent n'être constitués que de chaînes légères. Auquel cas, vous ne verrez pas le pic M caractéristique sur le SPEP, mais vous devrez également vérifier le dosage des chaînes légères libres dans le sérum, PEP ou U. Donc une fois que vous avez aidé à créer un diagnostic différentiel basé sur les analyses de laboratoire, basé sur l'imagerie, vous devez finalement faire un diagnostic définitif. Et cela ne peut vraiment se produire que par une évaluation histopathologique. Nous savons donc que notre patient avait probablement une tumeur maligne sous-jacente. Nous avons donc procédé à une biopsie guidée par imagerie de la masse des tissus mousse, afin d'aider à déterminer le diagnostic définitif. Voici donc un article publié par le Dr Monkin. Il s'agit de l'un des articles fondateurs de l'oncologie orthopédique, qui étudie les modifications de l'évolution du traitement chez les patients dont les biopsies ont été réalisées dans un établissement de référence par rapport à l'établissement de traitement. Il s'agit d'un article auquel nous faisons souvent référence dans nos cours aux résidents et aux autres chirurgiens orthopédiques. Car lorsque vous suspectez une tumeur osseuse maligne, si vous ne planifiez pas votre biopsie de manière appropriée, vous pouvez avoir un impact direct sur la qualité de votre traitement. La biopsie peut avoir un impact définitif sur les résultats fonctionnels et oncologiques du patient, surtout s'il s'agit d'un sarcome. J'aimerais donc souligner ici, dans cette série de Dr Monkins, qu'il existe une différence spécifique dans l'altération du traitement par radiothérapie ou chimiothérapie dans les biopsies obtenues dans une institution référente par rapport à une institution traitante. Et vous pouvez voir ici que ces chiffres sont tous statistiquement significatifs, ce qui signifie qu'il y a un impact direct conféré par une biopsie placée de manière inappropriée. Orthopédique. Idéalement, lorsque vous faites des biopsies, vous voulez vous assurer que la voie est conforme à votre résection chirurgicale définitive. Et si vous ne prévoyez pas de faire la résection chirurgicale, il est souvent préférable de permettre au chirurgien traitant d'aider à coordonner et à obtenir la biopsie, parce qu'il peut y avoir un impact définitif sur les résultats oncologiques et fonctionnels, en particulier avec une voie de biopsie mal placée. Donc, si vous suspectez un sarcome et que vous avez accès à un chirurgien spécialisé dans les sarcomes ou à un centre de traitement qui a l'expérience des sarcomes, envoyez le patient là-bas pour sa biopsie, parce qu'en fin de compte, cela contribuera à garantir des résultats oncologiques et fonctionnels appropriés. Ceci étant dit, je voudrais discuter rapidement de l'acquisition du tissu diagnostique,
dans une biopsie, parce que beaucoup d'entre vous pratiquent dans des contextes où les ressources sont limitées, et où vous n'avez peut-être pas accès à un centre de traitement orthopédique ou à un centre de traitement. Il existe également un technologue qui peut être en mesure de coordonner et de faire tout cela pour vous. Je pense donc qu'il est important de passer en revue certains des principes de l'obtention d'une biopsie. D'une manière générale, la majorité des biopsies que nous pratiquons aujourd'hui sont des biopsies de cornelle, et elles sont généralement réalisées sous une forme ou une autre de guidage par l'image, soit par rayon X, soit par tomodensitométrie, soit par ultrason. Si vous avez accès à ces modalités d'imagerie dans votre établissement, les utiliser pour planifier et réaliser votre biopsie à l'aide d'une aiguille centrale est souvent la meilleure solution. C'est la meilleure approche parce qu'elle minimise la contamination et qu'elle peut aider à préserver les options de sauvetage des membres pour le traitement. Toutefois, si vous n'êtes pas en mesure de le faire et que vous devez procéder à une biopsie incisionnelle traditionnelle, veillez à planifier cette biopsie le long de la ligne d'incision chirurgicale. Il faut veiller à utiliser des incisions longitudinales car elles sont extensibles et peuvent être réutilisées à l'avenir pour la résection définitive de la tumeur. Il faut absolument éviter de contaminer les faisceaux neurovasculaires. Cela signifie que, contrairement à l'enseignement orthopédique traditionnel, il ne faut pas passer par les plans internerveux. Vous ne voulez vraiment pas identifier et isoler ces structures neurovasculaires critiques et potentiellement les contaminer avec la tumeur dans votre processus d'acquisition de tissu. Il faut donc être très prudent. Il faut en être très conscient. C'est un peu contre-intuitif, surtout pour de nombreux chirurgiens orthopédiques, à qui l'on a toujours appris à respecter les structures neurovasculaires et à les éviter autant que possible. Vous savez, vous ne voulez absolument pas passer par des approches sécurisées si vous voulez pour acquérir vos tissus. Vous devez planifier votre biopsie en passant par un seul compartiment musculaire. Cela nous ramène à mon point précédent. Ne contaminez qu'un seul compartiment afin de pouvoir le réséquer au moment de la résection. Il faut également prévoir une sortie dans le compartiment de l'incision. C'est certain. Vous voulez également minimiser l'élévation des flacons cutanés et des flacons sous-cutanés, car cela crée essentiellement un espace potentiel supplémentaire. Et si la tumeur est très vasculaire et saigne, vous pourriez voir des cellules tumorales dans cette zone, ce qui pourrait élargir la zone d'atteinte et nécessiter une résection supplémentaire. Il faut vraiment maintenir une hémostase méticuleuse et utiliser des adjuvants si nécessaire. Électrocautérisation de Bovie. Utilisation divers scellants de gaz de coloration de la fibrine si vous en avez. Réduisez vraiment les saignements autant que possible, car les saignements sont le signe avant-coureur de tous les maux en oncologie orthopédique, car ils peuvent entraîner une augmentation de la contamination. Si vous devez utiliser un drain, ce qui n'est généralement pas nécessaire, mais si vous devez utiliser un drain pour votre biopsie incisionnelle, prévoyez de faire sortir le drain dans l'axe de l'incision et juste en aval de celle-ci. Ainsi, le canal de drainage peut également être excisé au moment de l'intervention chirurgicale définitive. Et là encore, on minimise la zone de contamination. Cet article examine donc la biopsie incisionnelle par rapport à la biopsie à l'aiguille centrale, par rapport à l'aspiration à l'aiguille fine. Historiquement, les biopsies incisionnelles ont été l'étalon or. Mais cet article du groupe de Malawar à Washington, D.C. a essentiellement montré que la biopsie percutanée à l'aiguille est sûre et qu'elle est fondamentalement la modalité recommandée pour le diagnostic des masses musculosquelettiques. La principale raison en est que la zone de contamination est considérablement réduite. Il s'agit d'un cordon de 14 calibres, généralement très petit, et vous pouvez placer cette voie de biopsie dans l'axe de votre incision chirurgicale. Ainsi, de plus en plus ici, du moins aux États-Unis, nous avons migré vers l'utilisation de biopsie à l'aiguille. Si vous avez accès à une aiguille de biopsie, c'est l'approche que je recommande. Surtout si vous disposez d'une échographie, d'une fluoroscopie ou d'une radiographie. Pour vous aider à positionner et à guider l'aiguille. Cela permet de minimiser la contamination et les rendements diagnostiques sont excellents. Il s'agit donc d'un article publié par notre groupe sur les stratégies de diagnostic complémentaires, l'amélioration des rendements diagnostiques et les biopsies guidées par l'image des néoplasmes musculosquelettiques. Il s'agit essentiellement d'améliorer le rendement de ces biopsies corticales. By la réalisation d'une cytologie de soins ou d'une évaluation du tissu frais congelé. Non pas pour aider à déterminer un diagnostic, mais plutôt pour déterminer s'il y a suffisamment de tissu adéquat pour le diagnostic ou non, au moment de l'acquisition de la biopsie. Comme je l'ai déjà mentionné, aux États-Unis, nous avons tendance à faire beaucoup de ces biopsies par la radiologie interventionnelle afin d'améliorer le flux global des bénéfices à travers. Cette étude a essentiellement montré que la réalisation d'un prélèvement au point d'injection permettait d'obtenir un résultat diagnostique. Cette étude a essentiellement montré que la réalisation de tests au point d'intervention, soit avec la cytologie TouchPrep,
soit avec des échantillons frais congelés au moment de l'acquisition, était très rentable pour aider à obtenir des tissus ayant une valeur diagnostique et à minimiser les biopsies non diagnostiques. Voici un autre article publié par le Royal College of Surgeons du Royaume-Uni qui porte sur l'utilisation de l'alésage intramural dans le diagnostic des tumeurs métastatiques. Maladie des os non. Historiquement, c'était un moyen pour de nombreux chirurgiens orthopédistes, en particulier les chirurgiens orthopédistes généraux, d'acquérir des tissus lorsqu'ils stabilisaient des fractures pathologiques, des maladies métastatiques secondaires, ou même des fractures pathologiques imminentes de fixation prophylactique. Le vrai problème est que les alésages ne sont pas des sources de tissus adéquates. Ainsi, plus de 45% des alésages envoyés dans le cadre de cette étude présentaient un taux de faux négatif, et jusqu'à 35% des échantillons prélevés étaient inadéquats pour l'analyse histopathologique. La raison en est que le processus d'alésage mécanique présente des artefacts d'écrasement importants. Une grande partie de la nécrose thermique produite par l'alésage, en particulier dans la composante iphthique du diapason, peut conduire à une ablation thermique, si vous voulez, de la tumeur, ce qui peut réduire de manière significative le tissu viable disponible pour le diagnostic. Par conséquent, si vous décidez d'obtenir des brèmes, je vous conseille de ne pas procéder de la sorte. Il s'agit essentiellement de ce que l'on appelle une biopsie par cupule hypophysaire, mais on utilise un rondieux hypophysaire, on crée un petit accès, soit par une fenêtre corticale, soit par la fenêtre que l'on utilise pour le dispositif de stabilisation des lésions du céphalome, et on prélève essentiellement des fragments de tissu sur la lésion. Cela permet de préserver l'architecture des tissus, de réduire les artefacts d'écrasement et de diminuer la nécrose de la tumeur obtenue, ce qui nous permet de l'utiliser de manière appropriée. Diagnostic, y compris diagnostic moléculaire. Je pense qu'un autre point à souligner ici est que si vous en avez la possibilité, envoyez toujours 2 échantillons séparés et marquez l'un pour la décalcification et l'autre pour la non-décalcification. La raison en est que les échantillons d'os sont normalement placés dans de l'acide sulfurique ou de l'acide chlorhydrique pour éliminer le calcium autant que possible, afin que les échantillons puissent être mieux coupés lors de la préparation des lames histologiques. Mais le processus de décalcification détruit de manière significative toute information génétique contenue dans la tumeur et l'information nucléaire. Ainsi, si l'interprétation morphologique est bonne, l'échantillon se prête très mal à des diagnostics moléculaires supplémentaires. Ainsi, à l'ère moderne de la médecine de précision, en particulier pour les maladies métastatiques, il est très important d'essayer d'envoyer au moins 2 échantillons distincts, l'un avec plus d'os, l'autre avec plus de. Le pathologiste doit donc savoir qu'il ne doit pas le mettre dans de l'acide sulfurique ou de l'acide chlorhydrique afin de préserver l'information génétique. Bon, tout cela étant dit, voici ce que nous avons finalement fait pour notre patiente. Compte tenu de la masse de tissu mou, nous avons choisi de procéder à une biopsie cornéenne percutanée sous guidage échographique. Vous pouvez voir que les fragments de tissu ont été préparés pour la caractérisation histopathologique. Sur le côté droit de la diapositive, vous pouvez voir un exemple de la vue à faible puissance, qui sur la base de cela, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de structures ou de trembles et des composants qui ressemblent à des glandes. Ceci est très caractéristique du carcinome métastatique. Le bilan standard du carcinome métastatique comprend donc plusieurs colorations immunohistochimiques. Ici, nous avons examiné F1, CDX7, C20. Toutes ces colorations sont essentiellement des colorations de cytokératine et elles permettent de distinguer les différents types de carcinomes. Ce patient présentait donc une positivité du PTF1 avec un motif nucléaire, ce qui est très spécifique de l'adénocarcinome pulmonaire, mais peut également être observé dans les tumeurs thyroïdiennes et neuroendocrines. CDX2 est généralement observé dans les cancers colorectaux, et CKC7 et CK20 sont toutes deux des cytokératines, avec une positivité de CKC7 et une négativité de CK20. Le cancer du poumon, par exemple, est un adénocarcinome de l'asthme et certains carcinomes du sein. En fin de compte, sur la base du modèle de coloration immunohistochimique et de la structure morphologique observée sur la biopsie, le diagnostic pathologique final a été celui d'un adénocarcinome pulmonaire. Cela étant dit, que savons-nous aujourd'hui? Je voudrais juste vous indiquer ce dogme, si vous voulez, pour le bilan et la prise en charge des tumeurs malignes en général. Il s'agit évidemment d'un dessin animé très générique, destiné à décrire une vision du cancer en général à 10 pieds zéro. Mais comme nous le savons, le cancer est aujourd'hui très spécifique et il y a beaucoup de nuances à apporter, notamment en fonction de l'histologie de la tumeur sous-jacente. Néanmoins, je pense que vous devriez tous vous rappeler que les étapes et la séquence du processus impliquent d'abord l'établissement d'un diagnostic, puis la stadification, et enfin le traitement, et qu'il faut procéder dans cet ordre.
On ne peut pas passer de l'état de diagnostic au traitement sans stadification, et on ne peut certainement pas stadifier avant de diagnostiquer. Et je pense qu'il est important, pour minimiser les complications, de suivre ce schéma et de veiller à procéder par étapes pour garantir à vos patients le meilleur résultat possible. En ce qui concerne la stadification, maintenant que nous avons établi un diagnostic, qu'avons-nous fait pour la stadification? Rappelez-vous donc que le but des études de stadification est d'aider à établir l'étendue locale et systémique de la maladie. Dans de nombreux cancers, cela a un impact direct sur le traitement. Les tumeurs malignes localisées sont souvent traitées très différemment, ou du moins selon des modalités différentes de celles des tumeurs malignes largement métastatiques. Le stade de la maladie, c'est-à-dire le fait qu'elle soit localisée, qu'il s'agisse de métastases régionales ou de métastases à distance, a également un impact direct sur les chances de survie et les résultats oncologiques. En général, pour la stadification locale, il s'agit d'une stadification à l'intérieur de l'os lui-même. Nous utilisons généralement une IRM avec ou sans contraste de l'ensemble du compartiment concerné. En d'autres termes, pour une lésion fémorale, il est préférable d'effectuer une IRM complète de la cuisse. Pour une lésion tibiale, il est préférable d'effectuer une IRM de la partie inférieure de la jambe. La raison pour laquelle nous faisons cela, en particulier pour les tumeurs malignes osseuses primaires, est d'évaluer la possibilité d'un saut de Pentatus. Car cela peut avoir un impact direct sur la longueur de la résection et l'étendue de la tumeur. Votre reconstruction. Ainsi, 7 mois où vous avez un carcinome métastatique, ça n'a pas beaucoup d'importance, à moins que vous n'utilisiez les études d'imagerie avancées pour aider à orienter le traitement d'une manière ou d'une autre. Pour la stadification systémique, les options sont généralement vastes. Mais pour la plupart des tumeurs malignes secondaires aux os, nous réalisons soit un scanner du thorax, de l'abdomen ou du bassin, soit une tomographie par émission de positons. Cette dernière peut être obtenue soit par une TEP du corps entier, qui va de la base du crâne aux orteils, soit par une TEP plus standard, qui va de la base du crâne aux orteils, soit par une TEP plus standard, de la base du crâne à la mi-cuisse. En général, pour la plupart de ces tumeurs malignes métastatiques, j'essaie de faire passer le PET scan au moins jusqu'au genou, afin d'obtenir une imagerie adéquate du fémur, qui est l'un des os longs les plus souvent touchés par la maladie métastatique. L'agent utilisé pour la scintigraphie varie en fonction de l'histologie. Le 18-FDG est l'agent le plus couramment utilisé. Mais le PSMA et le dotatate de 68 gallons sont également utilisés. Ce dernier dans le cas des tumeurs malignes neuroendocrines. Comme je l'ai mentionné, pour les tumeurs malignes osseuses primaires, la stadification implique également une stadification squelettique. Cela se fait généralement au moyen d'une scintigraphie osseuse au technétium 99 même, à la recherche d'un processus fibreux polyastotique. Mais de nouvelles techniques de scintigraphie sont également de plus en plus utilisées, comme le PET scan, en fonction du type d'histologie auquel nous sommes confrontés pour les tumeurs malignes primitives de la moelle osseuse, comme le lymphome et la dysplasie plasmocytaire. Vous avez toujours besoin d'un scanner du corps entier ou d'un PET scan du corps entier pour la stadification, parce que beaucoup de ces lésions se présentent sous forme de lésions acrales, c'est-à-dire au-delà des coudes, distales par rapport aux coudes ou distales par rapport aux genoux. Et ça devient important en termes de caractérisation globale et de stadification pour ces conditions spécifiques. Que s'est-il donc passé pour notre patiente? Comme elle souffrait d'un adénocarcinome métastatique des poumons, qui a une prédisposition pour les acrométastases, elle a finalement subi une tomographie par émission de positons sur tout le corps. Encore une fois, comme je l'ai mentionné, les examens TEP du corps entier sont importants pour les patients atteints de cancer du poumon, de cancer des cellules rénales, de mélanome, ainsi que pour les tumeurs malignes primaires de la moelle osseuse, telles que le lymphome et le myélome multiple. Encore une fois, ces lésions ont une prédilection inhérente pour se manifester au-delà du genou et du coude. Les patients diagnostiqués avec une maladie de stade 4, en fin de compte, dans notre cas, parce qu'elle avait des métastases osseuses et à cause de l'inconfort et de la douleur significative qu'elle ressentait à cause de cette maladie, ont été diagnostiqués avec des métastases osseuses et des métastases. En ce qui concerne la masse et la possibilité d'une fracture pathologique imminente du tibia, parce que les corticales médiales et postérieures étaient largement érodées, nous lui avons proposé une intervention chirurgicale. Qu'avons-nous fait en fin de compte? Nous avons fini par traiter le site de la métastase dans le but de soulager sa douleur, d'essayer de maintenir l'intégrité du squelette autant que possible, en particulier chez les patients qui ont des fractures pathologiques imminentes à cause d'une lésion lytique. Vous voulez essayer de minimiser le temps qu'il passe dans la salle d'opération. Le traitement systémique n'est pas une option, car en fin de compte, c'est le traitement systémique qui sauve la vie de ces patients. Ainsi, les fractures pathologiques et l'alitement qui peut en résulter diminuent leur état de performance, ce qui peut limiter leur accès au traitement systémique. Par conséquent, il faut essayer de traiter ces lésions de manière préventive ou prophylactique, dans la mesure du possible, pour encore une fois minimiser leur temps d'immobilisation, si l'on peut dire, et s'assurer qu'ils peuvent bénéficier d'un traitement systémique immédiatement. Il faut s'assurer que quelle que soit la construction utilisée pour la reconstruction ou le traitement, le patient ne survive pas à la maladie de quelque manière que ce soit. Il faut toujours dépasser les estimations de survie et se rappeler que les traitements systémiques modernes, y compris les thérapies ciblées et l'immunothérapie, ont vraiment révolutionné les soins apportés aux patients atteints d'une maladie légèrement métastatique. Ces patients vivent donc beaucoup plus longtemps qu'il y a quelques années. Vous ne pouvez donc pas vous contenter de supposer qu'ils auront une survie de 6 ou 10 mois, et vous devez vous assurer que vous disposez d'une voie de construction qui dure vraiment plus longtemps.
Et vous devez anticiper les complications. Il faut donc essayer de traiter les complications dès le départ et essayer de les empêcher de se produire. Parce qu'encore une fois, les complications empêchent les patients de suivre un traitement systémique. Et plus longtemps ils sont sous traitement systémique, moins bonne est leur survie globale. Enfin, ce que je veux dire ici en bas, c'est que la construction doit permettre une mise en charge immédiate. Comme le disait l'un de mes mentors, le Dr Raskin, si vous ne pouvez pas rédiger une ordonnance de mise en charge accélérée dans le dossier d'un patient atteint d'une maladie métastatique, c'est que vous avez commis une injustice. Je pense que c'est tout à fait vrai. Vous voulez qu'ils se mobilisent tout de suite, alors assurez-vous que votre construction leur permet d'attendre tout de suite. Ceci étant dit, voici quelques photos interprocédurales du cas que nous avons traité. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une exposition au scarabée. Il y a une érosion complète de la corticale médiane du tibia. En bas, vous pouvez voir l'extrémité distale du tendon du solaire. Vous pouvez également voir que le cortex postérieur a été complètement érodé. C'est le nerf saphène que nous avons marqué et mobilisé pour éviter la formation d'un névrome douloureux. Voici la tumeur après sa nouvelle résection, quelque peu gélatineuse, mais conservant sa forme avec une grande partie de tissu écossais. Et donc, comme je l'ai dit, nous voulons rédiger une ordonnance qui permette une mise en charge immédiate. Nous avons donc reconstruit le défaut osseux avec du ciment PMMA, puis placé la longue plaque pour contourner le segment d'os malade et stabiliser le tibia de manière prophylactique. Voici à quoi ressemble la construction finale. Comme vous pouvez le voir, le ciment remplace la zone où la tumeur détruisait auparavant l'os. La fixation est assurée non seulement par le ciment, mais aussi par les parties distales et proximales, afin de garantir une stabilité adéquate de l'os. Cette patiente a donc été opérée il y a environ 2 ans. Elle se déplace bien, elle n'utilise pas d'appareil d'assistance, elle n'a vraiment aucune douleur dans la partie inférieure de la jambe, et c'est donc un succès massif d'un point de vue fonctionnel. Et heureusement, d'un point de vue cancérologique également, elle se porte très bien. Le traitement a été efficace, car elle avait un adénocarcinome pulmonaire positif à l'EGFR. Et celui-ci répond bien à la thérapie ciblée. Historiquement, même il y a 5 ou 6 ans, les patients atteints d'adénocarcinome pulmonaire métastatique avaient une survie de 6 mois ou moins, avec une maladie largement métastatique. Vous pouvez voir que ce patient a maintenant 2 ans de recul et qu'il se porte toujours très bien grâce à l'avènement des agents thérapeutiques ciblés. Une fois de plus, cela souligne l'importance de veiller à ce que la construction survive aux patients. Je terminerai donc mon exposé ici. Nous résumerons rapidement les principaux résultats de notre présentation. Rappelons que les lésions osseuses se répartissent en 2 catégories générales, les lésions bénignes et les lésions malignes. L'évaluation d'une nouvelle lésion implique une évaluation clinique et radiographique. Commencez par une anamnèse et un examen physique approfondi, car presque rien ne peut les remplacer. Ensuite, il faut faire des radiographies, car la vue orthogonale de la radiographie latérale peut aider à déterminer de nombreux facteurs de la lésion, qui peuvent aider à réduire votre diagnostic différentiel. L'interprétation radiographique des lésions osseuses doit suivre un algorithme systématique, comme nous venons de le voir. Vous devez vraiment prendre en compte l'âge, la localisation de la lésion, la marge, la production de matrices et la présence ou l'absence de réaction périostée pour vous aider à réduire votre différentiel. La majorité de ces lésions osseuses sont bénignes, comme je l'ai mentionné, presque 104 fois plus fréquentes que les lésions malignes. Mais il faut maintenir un indice de suspicion élevé, en particulier dans les scénarios spécifiques où il y a des signes d'alerte qui suggèrent une lésion maligne. Et surtout, je dirais qu'en cas de doute, si vous avez des inquiétudes ou des questions, n'hésitez pas à contacter l'oncologue orthopédique de votre région. Je laisserai également mes coordonnées ici. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, en particulier si vous avez besoin d'aide pour le bilan ou le traitement. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions concernant les tumeurs que vous pourriez rencontrer. Voici donc mes coordonnées, aussi bien par courriel que par téléphone portable. N'hésitez pas à me contacter. Je remercie tout particulièrement mon groupe d'oncologie MFK à la clinique Liei. Nous ne pouvons pas faire cela seuls. Presque jamais. Et je suis donc très reconnaissante à mes partenaires en chirurgie plastique, en chirurgie vasculaire et en chirurgie microvasculaire, qui aident à coordonner les soins et à prendre en charge un grand nombre de ces patients, ainsi qu'à mes collègues en radio-oncologie et en oncologie médicale. Voici donc quelques références. Nous vous invitons à les consulter à votre rythme et nous vous enverrons certaines d'entre elles avec le lien du webinaire. Je vous remercie encore une fois et j'espère que vous passez tous une merveilleuse journée et que vous avez vraiment appris quelque chose de cette conférence aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie de votre attention.